Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore une fois parler de Symfony pour parler notamment de la création d'une API avec Symfony. Cette fois-ci on va procéder en deux épisodes. Un premier épisode où je vais vous présenter tout ce qu'il est nécessaire que vous fassiez pour mettre en place une API vous-même dans Symfony. Et ensuite je vous montrerai une librairie qui s'appelle API Platform sur laquelle j'ai créé une formation qui est disponible dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Je vous présenterai du coup comment est-ce que en une ligne de commande vous pouvez mettre en place une API directement sur votre application Symfony. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dior Chamla, développeur et formateur, et je commencerai cette vidéo en vous souhaitant évidemment une bonne année, même si on approche de fin janvier, on a encore le droit de le dire, et enfin je voudrais attirer votre attention sur la sortie en ce moment même d'une playlist par Graphicart merveilleuse qui permet de comprendre comment est-ce qu'on peut faire des tests unitaires, fonctionnels et d'intégration end-to-end dans Symfony. Très intéressant, je vous mets ça en fiche, ici, je sais plus. Dans tous les cas, je vous ai préparé un petit dépôt Git très simple où vous avez une application Symfony 5 qui va vous permettre de suivre le cours. Si vous souhaitez le faire, vous allez dessus, vous regardez le readme ici, je vous explique comment installer et on va le faire ensemble tant qu'à faire. Vous pouvez prendre tout simplement, hop, l'adresse du dépôt, vous vous rendez dans votre terminal préféré et une fois dans votre terminal préféré, vous pouvez vous rendre dans le dossier qui vous intéresse et faire ici un git clone du dossier, et vous pouvez même lui donner ici le nom de dossier que vous voulez. Donc je vais utiliser moi ici tout simplement le nom du dépôt cours API Symfony. Donc une fois que vous aurez fini de faire votre git clone, vous vous déplacerez dans le dossier en question, donc c'est cours API Symfony, et une fois que vous y êtes, alors là vous pouvez taper composer install pour installer toutes les dépendances qui sont nécessaires à notre application. Alors maintenant que toutes les dépendances sont installées, ce que vous pouvez faire, c'est monter les migrations en faisant un php bin console d2.m2.m et ça vous permettra d'envoyer les migrations et de créer votre base de données. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à régler. Tout ça sera géré en SQLite pour qu'il n'y ait pas de soucis particuliers avec vos serveurs MySQL et ce genre de choses. Et donc enfin, ce que vous pourrez faire, c'est lancer vos fixtures en faisant un php bin console d2.f2.l et vous pouvez même rajouter le no interaction qui vous permettra d'éviter de ce qui vous pose des questions, etc. Là, voilà, il vous met directement les fixtures. En gros, qu'est-ce que c'est que cette application? Vous pouvez l'ouvrir dans votre éditeur préféré, je vais moi-même l'ouvrir dans VS Code, et je vais vous présenter cette application qui tient simplement en deux entités. L'entité post, qui représente un article, donc un identifiant, un titre, un contenu, une date de création, et une relation avec l'entité comments qui va représenter du coup les commentaires de ces articles. On fait une sorte de blog, hein, c'est toujours l'exemple typique et le plus simple pour pouvoir travailler sur un sujet nouveau. Alors comment est-ce qu'on va travailler sur ce nouveau sujet, à savoir la création d'une API? Eh bien pour bien tester tout ça, pour bien travailler, ce qu'il nous faudrait c'est un petit logiciel qui permet de tester les requêtes HTTP. Donc vous le savez, une API c'est une petite partie de notre application qui permet qu'on lui envoie des requêtes HTTP et en fonction de la méthode qui est utilisée, get, post, put, patch ou delete, eh bien on va pouvoir répondre à ces requêtes par les réponses adéquates en fonction de est-ce qu'on veut récupérer des articles, est-ce qu'on veut ajouter un article, est-ce qu'on veut modifier, supprimer un article, etc., etc. La plupart du temps, les API vous répondront du JSON, mais elles peuvent aussi répondre du XML ou tout autre type de données. Donc pour ça, on va utiliser Postman, qui est un logiciel qui va simplement être là pour nous aider à envoyer des requêtes HTTP. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, vous l'installer, et une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir bosser là-dessus. N'oubliez pas non plus de bien lancer ici votre serveur Symfony. Alors soit avec la ligne de commande Symfony Serve si vous la possédez, sinon vous avez une façon très simple, c'est un php-s localhost 2.3000-t public et là vous lancez un serveur interne de PHP sur le localhost 2.3000 qui écoutera dans le dossier public. Ok, moi je vais simplement faire ça pour l'instant et puis ça nous suffira amplement. Ok, alors maintenant, avant de commencer à coder, il faut quand même qu'on ait un peu de théorie en tête. Qu'est-ce que l'on veut faire? On veut que quand un navigateur, ou un code JavaScript, ou même notre petit logiciel Postman, peu importe, quand on reçoit une requête HTTP sur une adresse précise, alors nous allions chercher dans la base de données des informations, et nous allons les transformer en un format qui puisse être renvoyé sur le réseau et compréhensible par un autre logiciel. La plupart du temps, on utilise le format JSON, c'est-à-dire que nous avons des variables qui viennent de la base de données, qui sont en PHP, des objets ou des tableaux associatifs,
et qui ne sont donc pas exploitables par d'autres langages, d'autres technologies ailleurs de l'autre côté du réseau. Et donc ce que l'on veut faire, c'est que l'on veut transformer nos objets PHP ou nos tableaux associatifs en PHP, on veut les transformer en du texte qui puisse circuler sur le réseau internet et qui puisse ensuite arriver chez le client. On appelle le client la personne qui a envoyé la requête HTTP. Souvent, c'est une application React, Angular, JavaScript natif ou même une application mobile. Et donc, on veut que quand on reçoit une requête HTTP, on réponde par du texte. Et le texte, encore une fois, la plupart du temps, c'est du format JSON, mais ça peut être aussi du XML, du CSV ou tout autre format que vous déciderez. Alors l'opération qui consiste à transformer un tableau PHP ou un objet PHP en du texte, on appelle ça la sérialisation. C'est très connu en informatique, vous pouvez regarder sur Wikipédia, sur Open Classroom, un peu partout. La sérialisation, c'est le processus qui permet de prendre une variable dans un langage donné, PHP, Java, C#, peu importe le langage, et de la transformer en du texte, de façon à ce qu'on puisse ensuite la faire transiter sur le réseau, et ce que le client reçoive du coup du texte qui, lui, il pourra en faire ce qu'il veut ensuite avec. Donc, on appelle ça la sérialisation. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Nous, du côté PHP, on va vouloir se créer d'abord un contrôleur qui puisse donc tout à fait recevoir une requête HTTP sur une adresse précise, et qui puisse donc travailler avec. Donc, ça, on appelle ça en Symfony un contrôleur. On peut se créer ici, donc, PHP bin console make controller et on va créer un contrôleur qui s'appelle API post controller. Allez-y et vous allez voir que du coup on va vous créer effectivement ce nouveau contrôleur API post controller et on va aussi vous créer automatiquement un dossier dans les templates pour faire du twig. Alors nous ça nous intéresse pas du tout de faire du twig ici, donc on peut même se passer de ce dossier, on peut carrément le supprimer. Ok, alors qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant? Et bien maintenant, on a envie de faire en sorte que, voilà, ce contrôleur écoute toutes les requêtes HTTP qui vont s'orienter sur /API/post. Ok. On va appeler ça /API/post/index. Et alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse aussi, c'est qu'on précise que, attention, ici, on parle bien des requêtes HTTP qui arrivent en méthode get. Alors, pourquoi faire ça? Bien, vous le verrez plus tard, parce que pour la même adresse, en fonction du verbe HTTP, get, post, put, patch, d'accord, ce genre de choses, delete, eh bien on va pas faire la même action. Donc ici c'est très important que l'on gère bien en quelle méthode HTTP on veut travailler. Donc ici, moi, je vais expliquer que cette route ne marche que lorsqu'on arrive avec la méthode get. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien j'ai envie de sortir mes articles. Alors voyons ce que ça me donne. Ici, je vais devoir me faire injecter le post repository. Et n'oubliez pas de bien ajouter le use ici, hop. Et ici, donc je vais appeler ça post repository. Je vais faire ici $post, c'est égal à, et je vais demander à mon repository, post repository, la fonction findAll va me trouver tous les articles dans la base de données. Faisons pour commencer un test en faisant un die and dump de cette variable post ici pour voir qu'est-ce que ça nous donne. On peut se rendre dans Postman, pour ici donc créer une nouvelle requête en get vers http localhost 2.3000 /API/post. Et si je tape entrée ici, je reçois bien ici des données, mais vous voyez c'est illisible. Ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez utiliser l'onglet Preview dans Postman pour voir en fait ce die and dump. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit bien ici qu'il a un tableau de 54 objets qui sont à chaque fois des posts avec leur identifiant, leur titre, leur contenu et leur relation aux commentaires ici. Magnifique, c'est bien ce que l'on souhaitait obtenir. Alors bien sûr, on veut aller un peu plus loin. Nous, on ne veut pas juste un tableau de posts comme ça avec un dump, on veut du véritable JSON. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, vous la connaissez peut-être, cette fonction en PHP qui permet de transformer un tableau associatif ou un objet en du JSON. C'est une fonction qui s'appelle JSON encode. Je vous montre un exemple. Si ici je dis, JSON c'est égal à JSON encode, et je vais lui passer ici un tableau associatif que je vais créer moi-même, voilà. Une clé prénom qui vaut Lior, et une clé nom qui vaut Shamla, par exemple. Allez, hop, on fait ça. Si on fait ici un DD de JSON, et que, avec notre ami Postman, on relance notre requête, on voit bien ici, oui, effectivement, on a une chaîne de caractères en JSON qui représente un objet dont le prénom est Lior et dont le nom est Shamla. Ça marche parfaitement bien. Donc, c'est cool, on voit que JSON encode pourrait nous aider. Alors, le problème, c'est que si vous passez à JSON encode, par exemple, notre tableau des posts, vous vous attendez à voir donc une chaîne de caractères en JSON qui reprend les données de mes posts. Faisons un test.
si on envoie ici, on voit bien que ce que l'on reçoit, c'est un grand tableau d'objets vides. Pourquoi ils sont vides, ces objets? Alors le problème, c'est que si vous regardez votre entité post, vous voyez que les objets post, ils ont des données qui sont privées. Et le problème de la fonction JSON-encode, c'est qu'elle n'est pas du tout assez puissante pour comprendre que, ah ben tiens, comme les données elles sont privées, je vais aller appeler les accesseurs, les getters, getTitle, getContent, getCreatedAt. Elle ne sait pas faire ça. Donc le problème qu'elle a, c'est que quand on lui dit, bah vas-y, transforme en JSON ce tableau d'objets post, bah elle fait ce qu'on lui dit, elle transforme en JSON le tableau d'objets post, mais sauf qu'elle voit aucune donnée à l'intérieur puisqu'elles sont toutes privées. Si elles étaient publiques, par exemple si je vous montre ici, si je prends par exemple ne serait-ce que l'identifiant et je le mets en public, et bien là, si je relance ma requête, vous allez voir que c'est une autre tisane, ça marche mieux. Ici, l'identifiant, on arrive à le sortir puisqu'il est public. Mais s'il est privé, ça ne fonctionne pas. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Bien, ce qu'il faudrait qu'on puisse faire, ça on sait que ça marche, c'est que si nos articles, au lieu d'être des objets qui ont des données privées, c'était de simples tableaux associatifs, alors là ça marcherait. On l'a vu, quand j'ai fait un tableau avec prénom, lior et nom Chabla, ça a marché très bien. Donc il faudrait qu'on arrive à transformer nos articles qui sont des objets en des tableaux associatifs, et là, JSON-encode marcherait sans aucun problème. Alors comment est-ce qu'on ferait ça? Eh bien, ce processus qui est le fait de transformer des objets en des tableaux, on appelle ça la normalisation. Ok, c'est quoi l'idée? C'est de dire, ben voilà, j'ai des objets qui sont compliqués, qui ont des méthodes, etc. Moi, je veux juste des tableaux associatifs qui représentent ces objets. Eh bien, très bien, on va appeler ça une normalisation. Alors, dans Symfony, on a un petit service qui s'appelle le Normalizer Interface. Hop, on peut se le faire livrer, appeler ça Normalizer. Et ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire, ben voilà, je vais faire post normalisé, c'est égal à mon normalizer, à qui je vais demander de normaliser, donc de prendre des objets et de les transformer. Donc moi ici, je vais lui dire, bah, je veux que tu normalises mes posts. Ok, faisons un DD de post normalisé, et on va voir qu'on va tomber sur une erreur très connue, très connue dans la création d'API, et je vais vous montrer ce que ça donne ici. Quand on renvoie la requête, on voit ici, on a détecté une référence circulaire. Donc, comprenez bien, ici, Symfony, grâce au normalizer, il essaye de faire quoi? Il a des objets post, il essaye de les transformer en des tableaux associatifs. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est assez puissant. Il constate que les données sont privées, mais il est assez puissant pour comprendre que oui, mais il y a des getters, donc je vais me servir des getters. Ok, alors qu'est-ce qui fait que là, ici, on a une erreur qui était prévue, qui est l'erreur de référence circulaire? Alors, la référence circulaire, c'est quelque chose d'assez simple. Imaginez, vous avez l'article numéro 1. Eh bien cet article, vous le voyez, à un moment donné, il fait référence à des commentaires. Ok. Imaginez donc que l'article numéro 1 fasse référence au comment numéro 140. Ok. Eh bien, le normaliseur, ce qu'il va essayer de faire, c'est de créer un tableau qui contient les données de l'article, y compris la donnée comments. Mais pour créer cette donnée comments, pour traduire cette donnée comments, il va donc aller voir les commentaires de l'article et il va eux aussi essayer de les transformer en tableau. Quand il va aller voir les commentaires de l'article, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que dans les commentaires qui sont liés à l'article, on a un identifiant, un username, un content, mais on a aussi un article. Il va donc essayer de transformer cet article-là en tableau aussi. Mais quand il va vouloir transformer cet article-là en tableau, eh bien il va transformer son identifiant, son title, son content, mais aussi sa liste de commentaires, etc., etc. C'est-à-dire que là, il y a une référence circulaire. L'article fait référence à un commentaire, le commentaire fait référence au même article, l'article fait référence au commentaire, et on a ici une boucle infinie. C'est ce qu'on appelle une référence circulaire. Donc on a le post 1 qui fait référence au commentaire 140, mais le commentaire 140, lui aussi, fait référence au post 1, et donc on n'en finit jamais. On a une boucle infinie qui peut se déclarer ici. Symfony est assez intelligent pour arrêter la boucle infinie avant le plantage, et pour dire, attends, là il y a une connerie, fais quelque chose. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir travailler là-dessus? Bien très simplement, ce que l'on va pouvoir faire, c'est que l'on va pouvoir étiqueter les informations des posts, les informations dans la classe post, on va pouvoir les taguer pour dire attention, je ne veux extraire, je ne veux normaliser que telle ou telle information. Comment est-ce que ça va fonctionner? Vous pouvez imaginer la chose comme suit, un article, c'est un identifiant, c'est un title, c'est aussi un content, et c'est des commentaires. Ok. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de dire à notre normaliseur ici, attention, quand tu es en train de transformer ces données-là, tu peux avoir une référence circulaire, notamment si tu t'intéresses aux commentaires. Donc on va pouvoir lui dire, je ne veux que tu t'intéresses que à l'identifiant, on va taguer en fait les champs qui nous intéressent,
On va dire, voilà, nous nous intéressons à un groupe de données qui sont ID, title et content, mais pas comment. Ne t'occupe pas des commentaires parce que sinon tu vas foirer. Ok, comment est-ce qu'on va pouvoir taguer ces choses-là? Eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que dans l'entité post, on va pouvoir utiliser une annotation particulière pour appliquer un tag sur les champs qui nous intéressent. On va leur donner un nom, une étiquette, on va coller une étiquette. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser ici une annotation qui s'appelle groups. Attention à bien importer cette annotation. Hop, en utilisant le PHP namespace resolver, là, hop, ici, on va pouvoir importer cette classe. Et on va donner ici le nom d'un groupe. Je peux donner le nom que je veux. Je peux donner post 2.read, je peux donner totolastico, je peux donner ce que je veux. Donc je vais me créer ici, moi, un groupe que je vais appeler postread. Je vais créer un groupe de données que je veux extraire. Et donc toute donnée qui n'est pas taguée par ce groupe ne sera pas extraite. Et donc c'est ça qui va nous permettre d'éviter les références circulaires parce que je vais dire, dans le groupe postread, les données que je veux extraire dans ce groupe-là, c'est ID, title, content et created at, mais pas comments. Vous voyez ici, j'évite de taguer comments. Alors maintenant, comment dire à mon normalizer que, effectivement, c'est ce groupe d'informations-là que je veux ressortir? Eh bien, dans la fonction normalize ici, vous avez un deuxième paramètre qui parle du format, nous pour l'instant, on ne s'y intéresse pas, et vous avez enfin un troisième paramètre qui s'appelle le contexte et qui me permet de passer des options, et notamment une option qui s'appelle groups, et qui dit ici, ce qui m'intéresse, c'est de sortir les informations du groupe post-read. À partir de là, donc, le normalizer va étudier chacun de mes posts, et il ne va extraire que les données qui sont bel et bien taguées post2.read, donc les ID, les titles, les content et les created at. Ok, donc si je fais un DD de post normalisé maintenant, qu'est-ce que ça me donne dans mon postman? Hop, j'envoie. Et là je vois bien des tableaux associatifs qui sont propres, qui ne contiennent que l'ID, le title, le content et le created at, et on n'a plus cette erreur sur la référence circulaire. Merveilleux, ça marche parfaitement bien. Donc on a transformé des objets post, on les a transformés en des tableaux associatifs. Et les tableaux associatifs, on le sait les amis, eh bien ils peuvent passer facilement dans la fonction JSON encode. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser tout simplement nos posts normalisés dans notre JSON encode, et on va donc transformer nos posts normalisés en une phrase qui sera du JSON. Faisons un test ici. Et on voit bien qu'on a sous les yeux un tableau en JSON avec toutes nos données bien écrites. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est carrément retourner cette chaîne de caractères sous la forme d'une véritable response. Et créer une véritable response, c'est très facile. On va utiliser tout simplement la classe response en disant ici, ben voilà, response égale new response, et on utilisera la classe qui vient de HTTP Foundation. Cette classe, elle nous demande en premier lieu quel est le contenu qu'on veut renvoyer, donc c'est notre JSON. En deuxième, on nous demande le statut de la réponse, donc nous c'est un statut tout va bien, un statut 200. Et ensuite on nous dit est-ce qu'il y a des entêtes spéciales qu'on veut passer? Et oui, il y a des entêtes spéciales qu'on veut passer, on veut notamment passer une entête qui s'appelle content type, et dont la valeur sera application/JSON. Qu'est-ce que c'est que le content type? Le content type, c'est d'expliquer au client, donc au navigateur ou à Postman, que la réponse qu'on est en train de lui envoyer, eh bien, contient du JSON et non pas du texte ou du HTML. Et donc ici, on va pouvoir retourner cette réponse. Donc, quand Postman va appeler /API/post, ce que notre Symfony va lui répondre, c'est une réponse qui est du JSON et qui contient effectivement du JSON ici. Voyons ce que ça nous donne. Hop, j'envoie. Et là, si je vais voir mon Pretty, je vois bien ici du joli JSON qui représente la liste de mes articles. Merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait arranger ici? Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux étapes. On a la première étape qui est la normalisation, c'est la transformation d'objets en tableau associatif simple, pour pouvoir ensuite faire du JSON en code. Alors, l'opération qui consiste à transformer des tableaux simples en du JSON, ou en du XML, ou en du CSV, cette opération-là, on appelle ça l'encodage. C'est-à-dire qu'on va changer la façon de représenter les données. La normalisation, c'est la transformation d'objets complexes en tableaux associatifs simples. L'encodage, c'est l'opération qui consiste à prendre ces tableaux associatifs simples et à les transformer en du texte, tout simplement. Alors, comprenez bien que tout ça, en réalité, c'est ce qu'on appelle le processus de sérialisation. Et Symfony vous permet de travailler là-dessus. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir à utiliser un normaliseur qui va transformer des objets en tableaux, puis ensuite la fonction JSON encode qui va permettre de transformer nos tableaux en du JSON, eh bien Symfony nous dit, bah, tu n'as qu'à utiliser un service que je te propose, qui est le serializer, et qui va tout faire en même temps. Ok.
On peut donc améliorer ces deux lignes-là facilement en recevant, au lieu de recevoir un normalizer interface, en recevant un serializer interface qui lui-même fera appel, derrière le rideau, au même normalizer interface que je viens de vous présenter. Et donc on va appeler ça le serializer. Et donc ici, plutôt que de faire cette opération où on va normaliser, puis cette opération où on va encoder, on va pouvoir faire les deux à la fois. Donc je vais commenter cette ligne-là, mais vous allez voir que les concepts sont exactement les mêmes, puisque derrière le rideau, ce sont ces deux lignes-là qui vont avoir lieu. Donc moi ici, je vais dire simplement ici, JSON, c'est égal à serializer. Je vais lui demander de serialiser. Alors mes données, ce sont mes posts, dans le format JSON, parce qu'il y a plusieurs formats possibles, XML, JSON, CSV. Et ici, je vais pouvoir, encore une fois, préciser les options de contexte, notamment le fait que je ne veux sortir que les données qui font partie du groupe post-read. Et ici, vous voyez que du coup, je vais remplacer ces deux lignes-là par cette simple ligne ici. Est-ce que ça continue de fonctionner? Si je balance ici ma requête, ça continue de fonctionner correctement. Et pourtant, je me suis un peu facilité la vie en utilisant le serializer au global, qui en fait derrière, n'oubliez pas, les deux lignes que j'ai fait là, seront appelés de toute façon par le serializer. C'était juste parce que je voulais vous montrer qu'est-ce qu'il y a sous le rideau, et puis au fur et à mesure on prend de l'abstraction, et donc on se dit qu'on peut se faciliter la vie en utilisant directement le serializer. Ok, sublime. Alors maintenant que j'ai fait ça, est-ce que je peux améliorer cette partie-là, la partie où je crée la réponse? Eh bien oui, vous voyez que cette réponse qui est une réponse classique, je suis obligé de lui donner une en-tête particulière qui est le content type application JSON. Eh bien ce que je peux faire, plutôt que d'utiliser une réponse simple, c'est utiliser, donc ici en disant que je vais créer une nouvelle JSON response, qui est une classe enfant de response, qui me permet de lui passer le JSON ici, le même statut 200, mais au niveau des headers, j'ai plus besoin de lui passer le content type application JSON, je peux lui passer un tableau vide. Et ici, je vais bien préciser true en dernier paramètre pour bien lui préciser que JSON est déjà du JSON, il n'a pas besoin de faire la transformation lui-même. Et donc, je peux retourner cette réponse-là, plutôt que celle-ci. Elle est plus courte. Est-ce que ça continue de fonctionner? Oui, ça marche très bien. Magnifique. Donc, je peux me passer de ce code-là. Alors, je peux aller même encore plus loin et réunir ces deux opérations en une seule. Magnifique. Regardez ici. Je suis dans une classe controller qui hérite de l'abstract controller. Et donc, j'ai une méthode super cool qui me permet de créer une réponse au format JSON très facilement. Hop, réponse, c'est égal à this flèche JSON. Alors JSON ici, c'est une fonction dont j'hérite avec l'abstract controller, qui me permet de lui passer ici mes posts, le statut que je veux, les en-têtes que je veux, mais j'en ai pas forcément besoin, et je vais pouvoir lui passer ici les options de contexte, notamment le fait que quand je vais serialiser, je ne vais m'intéresser qu'au groupe post2.read. Et vous voyez qu'en fait, ces deux opérations-là seront faites en une seule fois ici, avec l'opération JSON, la serialisation des posts, et le fait de créer une nouvelle réponse JSON. Je peux donc me passer de ces deux lignes-là. Je n'ai plus besoin de serialiser. Je n'ai donc plus besoin de recevoir ici mon serializer. Tout ça sera fait derrière le rideau dans la fonction this/JSON. Et donc ici, si je sauvegarde et que je reteste, ça fonctionne exactement de la même façon. Magnifique. Je peux enfin encore refactoriser en disant que plutôt que de mettre findAll dans les posts et de passer les posts ici, bien ce que je vais pouvoir faire, c'est directement passer à ma fonction JSON le résultat de post-repository findAll. Et du coup, j'ai plus besoin de cette variable post. Et enfin, plutôt que de mettre tout ça dans une variable response que je vais retourner juste après, ce que je peux faire, c'est dire immédiatement que je veux retourner le résultat de this/JSON. Et là, on va voir ce que ça nous donne. On envoie, et ça marche parfaitement bien. Magnifique! J'ai réduit tout ce code en une seule ligne. Bien sûr, au début, j'ai pris le temps de vous montrer les différentes étapes nécessaires, mais maintenant, vous avez une idée assez claire de comment est-ce que tout ça peut fonctionner. Alors là, c'est bien sympa, c'est pour récupérer nos articles au format JSON. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire si on voulait y intégrer les données des commentaires sans créer de référence circulaire? Aucun problème. Ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous pouvez dire que vous voulez également inclure dans le groupe post-read les commentaires. Mais alors faites bien attention. Si vous faites ça, vous êtes en train de dire, au moment de la dénormalisation, tu vas extraire les commentaires. Et tu vas peut-être avoir une référence circulaire, puisque dans les commentaires, on fait référence aux posts, qui font référence aux commentaires, qui fait référence aux posts, et vous avez compris le problème. Eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est que quand on va aller dans nos commentaires ici, on va là aussi expliquer qu'on veut rajouter le groupe post-read pour l'identifiant du commentaire, on veut extraire aussi le username du commentaire, on veut extraire le content,
mais ne surtout pas extraire le post. De façon à ce que quand j'extrais un post, j'extrais ses commentaires, mais quand j'extrais ses commentaires, je n'extrais pas le post, etc., etc. Et donc du coup, j'évite la référence circulaire. N'oubliez pas par contre d'importer la classe groups dans votre entité comment si vous le faites. Et donc du coup, si j'envoie maintenant une requête, non seulement je vais sortir id, title, content et created at pour mes articles, mais je sors aussi les commentaires. Et il n'y a pas de référence circulaire parce que je n'ai pas tagué dans les commentaires la donnée post avec le groupe post read. Donc n'oubliez pas, les groupes de sérialisation, c'est tout simplement des étiquettes que l'on pose sur les informations que l'on veut extraire au moment de la dénormalisation. Et donc on évite, grâce à ces groupes-là, les références circulaires, on peut vraiment sortir les données que l'on souhaite pour notre API. Si par exemple on ne souhaitait pas que les gens connaissent les dates de création des articles, eh bien il nous suffisait de ne pas poser sur la date de création l'étiquette post read, on l'enlève, et si on renvoie la requête, vous voyez que ici je me retrouve avec les données de mes articles sans la date de création. Bon, c'est débile, hein, c'était juste pour vous montrer un exemple, on veut garder évidemment la date de création. Donc voilà, ça c'est la première partie du tutoriel, c'est vraiment comment est-ce qu'on va sérialiser les données, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va prendre des infos qu'il y a dans notre Symfony pour les ressortir au format JSON. Alors maintenant, il y a une deuxième partie qui nous semble essentielle, c'est comment est-ce qu'on fait l'inverse. C'est-à-dire comment est-ce que je permets aux gens de m'envoyer du JSON, donc du texte, et comment est-ce que je transforme ce texte en une véritable entité qui va ensuite aller dans la base de données. Eh bien, on va voir ça ensemble tout de suite. Ce qu'on sait, c'est que il va falloir ici créer une requête au format post. Et oui, quand je veux envoyer une nouvelle information au serveur, ce que je souhaite faire, c'est poster quelque chose. Je veux te donner quelque chose. Et donc ici, on imagine qu'on va envoyer une information en post sur localhost 2.3000/API/post. Hop, on veut ici envoyer un nouveau post. Alors bien sûr, il va falloir qu'on précise dans le corps de notre requête du texte, quelque chose qu'on veut envoyer, des informations qu'on veut envoyer. Et ce qu'on veut envoyer, c'est du texte au format JSON, faut faire gaffe à ça. Et donc ici, on va pouvoir créer un objet en JSON qui va représenter notre article. Par exemple, je veux créer un nouvel article dont le title sera mon titre et dont le content sera mon contenu. Et donc j'aimerais que quand j'envoie cette requête HTTP avec ce contenu-là, eh bien mon Symfony lise ça et crée un nouvel article avec ces informations-là. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Là si on envoie, on voit en tout cas déjà qu'on a une erreur. C'est quoi l'erreur? C'est que les gars, API/post, ça ne marche pas pour la méthode post, la méthode HTTP post. Et évidemment, c'est normal. Ici, si vous regardez notre contrôleur, on a bien précisé que cette route-là ne fonctionnerait que pour le get. Il va donc falloir que l'on crée une nouvelle route. Ok? Donc c'est parti. Public function, on peut l'appeler store ou create, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire que ce truc-là aura pour route la même /API/post, mais attention, son nom sera différent, évidemment, API post store, par exemple, et les méthodes avec lesquelles on pourra y accéder seront elles aussi différentes. Ici, on ne travaillera que avec du post. Ok, alors qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien, ce que j'ai envie de faire, c'est de lire, si vous voulez, le contenu de ma requête HTTP, ce truc-là. Je veux lire le contenu qui sera du JSON, et je veux ensuite en déduire, donc le transformer en une entité, et mon manager viendra enregistrer cette entité dans la base de données. Donc déjà, si je veux lire le contenu de la requête, ça serait bien que je reçoive la requête. Donc je vais utiliser la classe request qui nous vient de HTTP Foundation, n'oubliez pas ici le use qui va bien. Et donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, JSON reçu, c'est égal à request flèche get content. Ok, je vous propose de faire un DD de JSON reçu pour être sûr déjà qu'on passe bien et qu'on a bien ce qu'il nous faut. On va aller dans Postman et on va renvoyer exactement la même requête ici. Hop, on envoie. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur le preview? On voit bien que voilà, ce que tu as reçu, c'est du JSON qui contient title, mon titre, et content, mon contenu. Magnifique, ça fonctionne bien. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce JSON? Eh bien, on a envie de faire l'étape inverse, c'est-à-dire qu'on a envie de prendre ce JSON et de le transformer en une entité. On appelle ça la désérialisation. Sérialisation, je pars d'un objet ou d'un tableau associatif PHP que je transforme en JSON. Désérialisation, je pars de texte, du JSON, et j'en arrive à un tableau associatif ou un objet PHP. Et donc ici, je vais encore une fois en faire appel à mon collègue, le fameux, le serializer interface, que je vais appeler serializer, et qui a une méthode supplémentaire. Ici, regardez, ce que je peux faire, c'est dire $post, c'est égal à mon serializer, à qui je vais demander de désérialiser le JSON reçu.
Je vais lui dire ici que je veux le désérialiser dans quel format, dans quel type, dans quelle classe, quel objet je veux créer avec ce JSON reçu. Eh bien, je veux créer une entité post. Donc, je vais importer l'entité post, ici. Et je vais bien préciser ici à mon serializer que je veux désérialiser sous la forme d'une classe post. Et donc ici, je vais pouvoir simplement dire, attention, je pars d'un format JSON, je pourrais partir d'un format XML, d'un format CSV, et je pourrais même préciser des options de contexte si je le souhaitais. Alors voyons qu'est-ce que ça nous donne maintenant qu'on a désérialisé le post. Je vais sauvegarder ici, je vais faire un DD du post que ça me donne, et vous voyez bien ici, victoire, que mon serializer a compris que, ok, les données que j'ai, ça représente un post, donc je vais te créer un app entity post, un objet post, avec ici ton titre et ton contenu. Merveilleux. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben maintenant, il faut faire appel à notre entity manager interface. Voilà. Donc Doctrine ici, qui va vouloir venir ici persister notre post. Et Doctrine à qui on va demander de flush pour vraiment envoyer la requête SQL dans la base de données. Et ici, si je fais un DD de post, vous allez voir qu'il va gagner son identifiant. Si je balance la même requête. Alors là, je vois que j'ai une erreur SQL. Oui, pourquoi? Ben parce que j'ai oublié de donner la created at. Donc post set created at. Il ne faut pas oublier de lui donner ici une new datetime. Hop, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Mais alors maintenant que c'est corrigé, regardez ce qui se passe quand j'envoie ma requête. J'ai bien un DD d'un post qui a été créé, qui a un identifiant numéro 55 avec un created at. Tout va bien, tout marche bien. Parfait. Alors maintenant, bien sûr, quelle réponse j'ai envie de donner à Postman quand il me crée un nouvel article comme ça? Eh bien, j'ai envie, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne une réponse en JSON avec les données du nouvel article, pour qu'il puisse notamment récupérer le nouvel identifiant, et aussi on va lui donner un statut HTTP bien particulier, le statut 201, qui veut dire qu'une ressource a été créée sur le serveur. Donc pour faire ça, je vais encore une fois me créer ici une nouvelle réponse au format JSON, je vais lui passer mon article, le statut ça sera 201, au niveau des en-têtes, j'ai pas grand chose à lui passer de spécial, par contre attention, quand je vais serialiser ici en JSON mon post, je vais n'utiliser que le groupe post2.read pour être sûr de ne pas avoir de référence circulaire. Qu'est-ce que ça nous donne maintenant si je balance en post? Je vois bien ici qu'on nous a donné notre article avec son identifiant, son titre, son contenu, etc., etc. Ça marche parfaitement bien. Alors, maintenant, vous pourriez me dire, et s'il y a un problème dans notre JSON? Prenons un exemple ici, je vais aller mal formater mon JSON, je vais par exemple supprimer une accolade. Tiens, voilà, donc on a un JSON mais qui est mal formaté. Alors là, évidemment, on va avoir une exception, on s'y attend, c'est normal, et si on envoie la requête, on voit bien qu'on a une exception syntax error, une exception de type not encodable value exception. Et c'est tout à fait normal. Parce que ici, le serializer, au moment où il essaye de lire le JSON, eh bien, il n'y arrive pas. Donc, il émet une exception not encodable value. Il n'arrive pas à lire le JSON. Donc, il va émettre une exception. Ce que l'on va pouvoir faire ici, c'est encadrer tout ça par un bloc try. On va dire, je vais essayer de faire tout ça. Si tout ça, ça se passe bien, c'est super cool. Mais je ne perds pas de vue que il est possible que j'ai besoin de catcher une not encodable value exception, que je vais appeler E. Et là, il va falloir que je fasse moi-même la réponse que j'ai envie de faire. Donc par exemple, ce que je pourrais faire, c'est dire que je veux retourner en JSON, je vais vraiment faire du JSON, et ici en fait, ce que je vais t'envoyer comme JSON, c'est ce tableau associatif que je suis en train de créer ici, qui aura une clé statut, qui sera égale à 400, qui veut dire, ben voilà, c'est un mauvais statut, hein, c'est une mauvaise requête, et le message d'erreur, on va pouvoir lui donner ici le E flèche get message. Donc là en fait, je suis en train de dire, je vais transformer en JSON ce tableau-là, et je vais te le renvoyer en réponse avec le statut 400, qui veut dire que ça n'a pas bien marché, et puis ça suffira bien pour l'instant. Voyons ce que ça me donne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans Postman, on n'est plus du tout cette page-là bizarre, rouge, qui en fait, au niveau code, nous donne du code HTML. Moi, je veux du JSON. Donc si j'envoie ici, est-ce que j'arrive bien à obtenir du JSON? Oui. Je vois bien que je reçois une requête en erreur 400, bad request, une réponse en 400, pardon, et je vois bien ici qu'il y a un problème, et donc à moi, développeur ensuite JavaScript, de comprendre que là, j'ai fait une connerie. Ok, donc on a réussi à régler ce souci. Si je remets ici mon accolade, est-ce que ça remarche mieux quand je renvoie? Oui, ça marche parfaitement bien. J'ai bien ici une réponse au statut 201 qui a marché, et je vois bien que ça a créé un nouvel article. Magnifique. Alors là, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si jamais je n'envoie pas les données comme il faut? C'est-à-dire que j'ai du JSON qui est bien formaté, c'est pas un problème de format, c'est un problème plus qu'il me manque une donnée, par exemple le content. Et bien là, vous allez avoir
une exception qui vient cette fois-ci de la base de données, du fait que, attention, tu essayes de créer un article, mais il manque le content, et dans la base de données, c'est pas possible. Alors ça, on veut absolument éviter ce type d'erreur-là, hein, ces exceptions SQL qui montrent au client de notre API la structure même de notre base de données. Ça, c'est pas joli, c'est pas bon du tout. Donc là, on peut utiliser le validateur de Symfony. Très simplement, on peut aller dans notre entité post, et on va pouvoir ici utiliser Symfony, qui a un composant qui s'appelle component, qui s'appelle validator, et qui a notamment des contraintes de validation. Donc on va pouvoir utiliser cet espace de nom-là pour utiliser des contraintes de validation. Et on va par exemple s'assurer, assert, donc assure-toi que ce truc-là ne soit pas vide. On peut faire la même chose sur la longueur. On peut dire, assure-toi que ce truc-là a une longueur particulière qui soit au minimum de 3, par exemple. Et on peut faire la même chose pour le content, ici. Hop, on peut faire la même chose pour le content. Et donc, ça va nous permettre, ici, au niveau de notre contrôleur, de faire appel au validateur pour expliquer que, attention, il va falloir, avant de persister, il va falloir valider ces données. Donc ici, je peux faire appel à mon validator interface, que je vais appeler validator. Et ici, ce que le validator va me permettre de faire, c'est qu'une fois que je vais créer mon post, je vais pouvoir le valider. Donc je vais dire ici, errors, c'est égal à validator, flèche, et là, je vais demander à valider mon objet global, le post. Et s'il y a des erreurs, donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux dire, si j'ai des erreurs, si le compte des erreurs est supérieur à 0, alors là, il va falloir que j'arrête, il va surtout falloir qu'ici, on n'aille pas jusqu'au persiste, puisqu'il y a des erreurs, et il va falloir que l'on envoie les erreurs en JSON, toujours, on essaye de répondre dans le même format, il va falloir que je réponde maintenant une réponse comme quoi il y a eu une erreur, et il va falloir qu'on travaille là-dessus. Donc, je vais retourner this/JSON, je vais retourner une réponse en JSON, on va transformer notre tableau d'erreur en un tableau JSON, on va envoyer ici un statut 400 pour dire que, il y a un problème de validation. Et alors, regardez ce que ça me donne au niveau de mon postman. Quand j'envoie ici, désormais, je ne reçois plus cette exception bizarre. Je reçois ici le fait qu'il y a eu un problème. Je le vois puisque le statut ici est 400, c'est un statut d'erreur. Et ce que je vois ici, c'est que je vois une liste de violations qui ont eu lieu. Et notamment, il y a une violation sur la propriété content. On nous dit, cette valeur ne devrait pas être blanc, ne devrait pas être vide. Et pareil, si je vire carrément le title, et que j'envoie, je vais avoir cette fois-ci 2 violations, c'est un tableau de violations, une sur le title qui nous dit c'est obligatoire, et l'autre sur le content qui nous dit c'est obligatoire aussi. Et vous le savez très bien tous, si vous suivez un peu mes tutos, vous avez tout à fait le droit au niveau des validations ici, de donner un message particulier, qui serait par exemple note blank, le message ça serait le titre est obligatoire. Et là en fait en faisant ça, vous allez surpasser, vous allez surcharger ce message-là qui n'est pas bien compréhensible. Là on voit bien, écoutez, il y a un problème, le titre est obligatoire. Donc voilà, on a un joli JSON qui est capable d'expliquer à notre client JavaScript que on reçoit une erreur, on a fait une connerie, et là, à nous de la corriger. C'est très simple à corriger, ok. Je vais donner un title qui serait mon dernier article. Le content, ça serait mon contenu. Et ici, si on envoie cette requête, on voit que tout marche parfaitement. Donc évidemment, je pourrais allonger encore cette vidéo en parlant du fait de faire de l'édition, du fait de faire de la suppression, mais je crois que vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. Vous avez un certain nombre de services dans Symfony, dans le conteneur de services sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous avez le Serializer Interface sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous avez l'Entity Manager Interface, évidemment, de Doctrine pour pouvoir ensuite travailler sur la base de données, et vous avez aussi la Validator Interface qui va vous permettre de travailler avec le service de validation pour valider des données. À vous ensuite de travailler avec ces différents services, de les régler comme vous le souhaitez, comme par exemple pour le Serializer Interface, on a travaillé avec les groupes de normalisation, donc les fameux tags qu'on a posés pour dire on ne veut extraire que telle ou telle information pour éviter les références circulaires. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre d'outils. À vous de les étudier. Tous ces outils, ce sont des composants de Symfony qui vous les fournissent. Le composant de validation, le composant de sérialisation,
le bundle doctrine. Donc tous ces outils, à vous de les étudier un peu pour comprendre comment est-ce que vous allez vraiment manipuler toutes ces informations et donc créer l'API de vos rêves. Et dans l'épisode suivant, qui sera un peu plus court, je vous introduirai à API Platform, qui est une superbe librairie qui se repose donc sur tous ces composants que je viens de vous montrer, mais qui du coup va encapsuler tout ça pour que vous n'ayez pas à vous en occuper vous-même. Vous allez écrire 3 lignes et boum, vous aurez la même chose que ce qu'on a codé ici en 1 heure. Donc vous allez voir que c'est très très puissant, et je vous conseille du coup, si ça vous intéresse d'aller plus loin sur les API et sur Symfony en soi, d'aller voir dans la description les liens vers les différentes formations que je propose en ligne, et il y a notamment une formation de 15 heures sur les API avec Symfony et la création d'une application React qui interagit en JSON, donc via HTTP, avec une application Symfony. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur la sérialisation et donc la création d'API dans Symfony vous a plu. N'hésitez pas à le montrer en mettant un petit pouce bleu qui est gratuit, qui fait toujours plaisir et qui fait avancer la chaîne dans les algorithmes si j'ai bien compris. N'hésitez pas bien sûr aussi à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la chaîne et si vous voulez faire grandir aussi notre communauté. Ensuite, si vous avez la moindre question, vous pouvez mettre des commentaires, j'irai les lire et les répondre le plus souvent possible, je fais de mon mieux. Et bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, à tous les contacts que ça peut intéresser. N'hésitez pas, c'est aussi comme ça qu'on fera grandir la chaîne. N'oubliez pas que vous avez en description des liens vers ma plateforme de formation sur laquelle vous pourrez trouver des réductions exprès pour vous, les frérots et les sœurettes de YouTube. Et bien sûr, d'ici à ce qu'on se croise sur ma plateforme, sur YouTube, ou pourquoi pas, c'est possible dans la vie réelle, n'oubliez jamais les amis, développez-vous bien.